En employant le terme de lisibilité, j'ai voulu commencer à déconstruire celui de transparence. J'ai montré que derrière la notion de transparence, il y avait tout un ensemble de concepts extrêmement différents. Derrière la notion de transparence, il peut y avoir la notion simplement d'accessibilité, mais il peut y avoir aussi celle de lisibilité, ce qui est très différent. Et nous verrons la semaine prochaine, derrière la transparence, encore d'autres conceptualisations que l'on peut développer. J'en viens maintenant à la notion au principe de responsabilité. La définition la plus courte et la plus pertinente que je connaisse de la responsabilité, elle a été donnée par le juriste Olivier Beau, qui a écrit « La responsabilité est le passif qui vient équilibrer l'actif de tout pouvoir ». La responsabilité est le passif qui vient équilibrer l'actif de tout pouvoir. Cette définition souligne justement que la responsabilité doit être comprise dans l'ordre politique comme la contrepartie de l'exercice d'une autorité. Elle introduit l'idée d'une reconnaissance de dette vis-à-vis des mandants. Elle compense la dimension d'abandon qu'il y a dans le fait de déléguer une tâche par le maintien d'une obligation. Elle est de l'ordre de ce qu'on appelle en dynamique une force de rappel. Elle conditionne le pouvoir d'agir à la reconnaissance d'une certaine limite de ce pouvoir qui le fait revenir, comme un ressort, à certains moments à son point d'origine. Le principe de responsabilité ne peut ainsi être compris qu'en étant resitué dans le cadre d'une économie générale de la puissance et de la vulnérabilité constitutive de la démocratie. C'est une des façons de convenir que si la détention d'un pouvoir procède immédiatement de l'élection, son exercice doit se lier à d'autres mécanismes de validation et de mise à l'épreuve qui sont, eux, permanents. La responsabilité est pour cela un élément structurant majeur de la relation entre gouverné et gouvernant. Elle redonne du pouvoir aux gouvernés en contraignant les gouvernants à des formes de contrôle. Être dit responsable, c'est en effet accepter de se soumettre aux procédures qui donnent consistance à cette limitation. Cette responsabilité peut avoir deux objets. Elle s'applique d'abord au fait même de la détention d'un pouvoir, pouvant conduire à sa remise en cause et trouver son aboutissement dans l'acte de démission d'un gouvernement. C'est le champ de ce qu'on appelait à proprement parler la responsabilité politique. Mais en second lieu, la notion de responsabilité définit des épreuves de validation de l'exercice de ce pouvoir. Et ces épreuves de validation peuvent s'entendre d'une double façon. Soit s'appréhender comme responsabilité envers le passé. Cette responsabilité envers le passé, c'est s'expliquer sur ses actes et ses décisions. Et c'est la notion de reddition de comptes qui résume alors cette modalité de la responsabilité. Mais cela peut renvoyer aussi à l'idée d'un engagement vis-à-vis de l'avenir. Être responsable de quelque chose signifie en effet que l'on concentre le pouvoir de mener cette chose à bien. La responsabilité est là de l'ordre de l'épreuve d'une capacité. Et l'histoire nous montre que la mise en œuvre de ces différentes catégories de responsabilité, donc trois catégories, une première catégorie, c'est la responsabilité liée à la détention même du pouvoir, et en ce qui concerne l'exercice du pouvoir, vis-à-vis du passé, vis-à-vis de l'avenir. Ces différentes catégories de responsabilité ont d'ailleurs presque partout précédé l'obtention du suffrage universel. C'est la bataille sur ces différentes catégories de responsabilité qui, en effet, ont été le chemin historique qui a précédé la forme de démocratie reconnue par le suffrage accordé à tous les citoyens. J'ai déjà fait écho tout à l'heure à la question du contrôle budgétaire, liant l'impératif de lisibilité à celui de reddition de comptes, les deux notions se superposant dans le terme anglais de accountability. Mais il nous faut maintenant repartir de plus loin pour comprendre le sens profond de la responsabilité politique. En examinant la forme primitive que cette responsabilité politique a revêtue en Angleterre avec le recours
à une procédure criminelle qu'on appelait l'impeachment, destinée à sanctionner les actes de mal-gouvernement. C'est en effet seulement la description de l'impeachment qui peut permettre de comprendre ce que veut dire en profondeur la notion de responsabilité politique. Dès la fin du Moyen Âge, la procédure d'impeachment a eu pour objectif de sanctionner les abus du pouvoir. Avec l'habeas corpus, elle a été conçue comme une des institutions clés de défense des libertés anglaises, civiles autant que politiques. Burke voyait en l'impeachment le grand gardien de la pureté de la Constitution. À l'époque, le roi ne pouvait alors jamais être lui-même directement accusé, que son pouvoir était considéré de droit divin ou simplement dérivé de règles acceptées de succession. Le principe était en effet qu'il ne saurait mal faire, selon la formule consacrée pendant des siècles. C'était donc ses ministres, ses conseillers ou ses hauts fonctionnaires qui étaient visés par la procédure d'impeachment. Comme il ne pouvait être question de contester les nominations du souverain, c'était les actions de ces ministres ou de ces agents qui pouvaient être poursuivis et qu'on ne pouvait poursuivre que dans une procédure criminelle, puisque la personnalisation de la faute impliquait que ce soit de nature criminelle, toute incrimination politique ayant soit une dimension collective, soit une dimension qui pouvait rejaillir sur le roi. Donc la mise en accusation, le verbe to impeach, c'est un faux ami pour les Français, puisque ça veut dire pas empêcher, mais mettre en accusation. Donc l'impeachment, c'est la procédure de mise en accusation pour des faits qui peuvent être considérés comme criminels et donc dont la poursuite ne gêne pas en soi le souverain. Et les principaux faits criminels, bien sûr, les premiers à pouvoir être poursuivis, c'est la trahison et la corruption. Donc dans cette procédure criminelle, dès le XIVe siècle, elle s'est mise en place, la Chambre des communes établissait un acte d'accusation, l'impeachment, et c'est la Chambre des lords qui constituait le tribunal. Et la peine capitale était considérée, dans ces procès peu nombreux, comme la sanction normale, disons. Et cette procédure était liée à la forme la plus ancienne de l'institution parlementaire britannique. Avant d'être une chambre représentative, le Parlement a été considéré comme le High Court of Parliament, c'est-à-dire que la dimension de chambre de justice a précédé l'idée même de représentation. Ou en tout cas, cette fonction représentative a été considérée comme indissociable d'une tâche de maintien d'un bon gouvernement à travers des procédures judiciaires. Le comte de Suffolk fut le premier condamné en 1386 dans le cadre d'une telle procédure et qui devint progressivement un des principaux moyens de contrôle du pouvoir exécutif par le législatif en Angleterre. Dès le début du XVIIe siècle, la procédure d'impeachment devint d'un usage relativement courant et changea donc progressivement de nature, sous l'effet d'une double mutation, parce qu'elle commença en premier lieu à être utilisée pour poursuivre des personnages de moindre importance que de grands ministres, comme des juges ou des ecclésiastiques, mais surtout parce que les délits incriminés tendirent à s'élargir. Alors que précédemment, on ne poursuivait que les high crimes de trahison et de corruption, s'ajouta progressivement une catégorie beaucoup plus large et beaucoup plus vague qu'on appelait les high misdemeanors, c'est-à-dire les délits, les grands délits, quoi. Et des personnalités considérables, proches du roi, comme le duc de Buckingham ou encore Francis Bacon, furent ainsi poursuivis pour des motifs qui étaient abuse of official power, neglect of duties, misapplication of funds ou encore contempt of the Parliament's prerogatives. Donc c'était des cas de misconduct qui n'étaient pas toujours d'ordre criminel au sens légal du terme, mais qui relevaient plutôt en fait de fautes de mauvaise gestion ou de fautes politiques. Et c'est à ce moment-là que Blackstone, le grand commentateur des lois anglaises, forgera la notion de maladministration, en disant qu'à côté des high crimes, en fait, c'est la notion de maladministration qui permet de ranger sous une même catégorie beaucoup de ces high misdemeanors.
qui étaient des délits commis par des personnages au service de la collectivité, montrant qu'il ne s'agissait pas simplement de violation de lois établies, mais de manquement à une certaine vision du bien commun et de la confiance publique. En procédant à ces mises en accusation, la Chambre des communes, notre ACOC, qui est une autre grande figure du droit anglais, agissait comme un inquisiteur des revendications du peuple anglais. C'était là une procédure qui permettait au Parlement de pouvoir écarter des ministres sans pour autant paraître contester le pouvoir royal. La procédure d'impeachment était donc bien comprise comme un instrument de contrôle politique des représentants sur l'exécutif. Cette forme de contrôle conservait cependant un caractère que l'on pouvait dire archaïque, en devant emprunter la forme d'un procès criminel. C'était en effet une responsabilité pénale qui était mise en jeu pour forcer politiquement, disons, la main du souverain, en tentant de faire condamner individuellement ses favoris, ses agents et ses ministres, afin de l'amener à nommer de nouvelles personnalités. Et l'exercice conduisit à multiplier les tensions entre le souverain et les communes, exacerbant les passions au début du XVIIIe siècle jusqu'à faire craindre un possible retour à la guerre civile. Et les hommes politiques anglais s'accordèrent dans ce contexte pour estimer qu'en cas de conflit trop profond entre le cabinet et les communes, mieux valait que le premier propose sa démission collectivement plutôt que se trouver engagé avec le lancement d'une procédure d'impeachment dans un rapport de force pouvant finir par atteindre la prérogative royale. C'est dans ce contexte que prit naissance la notion moderne de responsabilité politique. Cette notion moderne a une double dimension. Elle consistait d'abord à substituer une responsabilité politique collective à une responsabilité individuelle et pénale. Elle a été contemporaine, pour cela, du mouvement d'institutionnalisation d'un ministère prenant des décisions collectives, le cabinet, sous la houlette d'un Premier ministre. Elle donnait ainsi satisfaction aux critiques de la Chambre des communes, tout en éloignant pour les ministres la perspective d'un procès qui pouvait aboutir à leur décapitation. Elle avait aussi pour caractéristique de désamorcer un conflit par un renoncement volontaire. Plutôt que de risquer d'être censurés et ou d'être menacés d'exécution, les ministres offraient leur démission, permettant au Parlement de ne pas avoir l'air de violer la prérogative royale tout en atteignant ses objectifs. Et bien qu'étant maintenue pour des cas exceptionnels de corruption ou de trahison, la procédure d'impeachment tomba ainsi en désuétude. Et les deux premiers grands cas d'exercice de la responsabilité politique au sens que je viens d'expliquer, c'est la démission de Walpole en 1742 et la démission de Lord North en 1782. Le point très important à comprendre, c'est que cette évolution, ce passage de l'impeachment à la responsabilité politique, se soit doublé d'un renforcement des pouvoirs de l'exécutif. Ce dernier avait alors commencé à développer ses attributions au détriment de la prérogative royale. Il était de plus organisé, le cabinet se réunissait périodiquement pour prendre des décisions collectives, et le souverain, de son côté, avait vu la nomination des ministres devenir progressivement, lui être de plus en plus imposée, disons. Le jeu de la responsabilité politique correspondait en fait à l'acceptation d'une forme de vulnérabilité qui équilibrait un pouvoir exécutif devenu plus fort, plus indépendant et plus concentré. Devenu plus vulnérable, l'exécutif était du même coup aussi moins redouté et pouvait donc s'affirmer plus fortement sans s'inquiéter. C'est ça la grande invention politique anglaise. C'est que la vulnérabilité mettait en place un pouvoir moins redouté et donc il pouvait devenir plus fort. Donc la responsabilité politique, c'est une sorte d'économie du rapport entre force et vulnérabilité. C'est quelque chose qui a été très bien mis en lumière dans une thèse qui a été publiée il y a peu de temps de Denis Baranger, qui s'appelle « Le parlementarisme des origines », et qui est le meilleur texte qui a été fait justement sur cette transformation de l'exécutif au début du XVIIIe siècle. Cette notion de responsabilité politique n'était pourtant pas inscrite dans un dispositif contraignant. Sa mise en œuvre restait liée à l'appréciation par le Premier ministre de l'état de l'opinion parlementaire et à son évaluation d'une possible, même si elle devenait plus limitée, menace d'impeachment.
ainsi qu'à sa perception du risque de déclenchement d'une crise irréversible, voire d'un retour à une situation de guerre civile. Et c'est progressivement que s'effectuera ensuite le passage à la conception moderne du parlementarisme qui s'épanouira au XIXe siècle avec la notion d'engagement de responsabilité ministérielle. Cette histoire anglaise contraste singulièrement avec celle de la monarchie parlementaire française de 1814 à 1848. En France, le ministère n'était pas constitué, contrairement à l'Angleterre, le cabinet n'était pas constitué comme un collectif organisé qui se réunissait pour délibérer sous la houlette d'un Premier ministre. La notion de solidarité ministérielle n'existait pas non plus en France. Et personne n'imaginait que les ministres puissent former un corps homogène et autonome. Chaque ministre, pendant cette période de la monarchie parlementaire, se concevait comme le titulaire d'une mission directement confiée par le souverain. Il se sentait d'abord lié par cette fidélité première avant de songer à ses rapports avec le Parlement. Et presque aucun ministre n'envisagera ainsi de démissionner après un vote négatif de la Chambre des députés sur un projet de loi qu'il avait présenté. Même s'il y a une évolution entre la période de la Restauration et celle de la monarchie de Juillet, la Chambre des députés se montrera effectivement plus remonte et plus revendicative sous la monarchie de Juillet, et Louis-Philippe sera aussi plus attentif que Charles X et Louis XVIII au mouvement de l'opinion. Et il y aura 3 ministères sur 15 qui tomberont à la suite d'une crise provoquée par un vote négatif de la Chambre. Mais en fait, c'est davantage parce que des ministres feront défection et ne s'entendront plus ensemble que parce qu'il y avait vraiment une opération parlementaire. Et l'idée qu'il pouvait y avoir alors en France une prérogative parlementaire, comme il y en avait une en Angleterre, ne s'était absolument pas encore ne s'était pas imposée aux esprits. Et le fait du retour à la monarchie après la Révolution et l'Empire semblait même valoir reconnaissance du fait qu'il y avait une évidente prérogative royale en matière de nomination ou de révocation des ministres. Et c'était encore l'un des très grands débats intellectuels au mi-temps de la monarchie de Juillet, de 1837 à 1839. Il y a eu en effet ce grand débat sur le sens de la prérogative royale, et même si elle a été reconnue comme non absolue, l'idée qu'une prérogative parlementaire pouvait l'emporter n'était pas considérée. Paradoxalement, l'idée de responsabilité politique en France ne sera en fait utilisée que dans une perspective tactique par les légitimistes. C'est donc par, je dirais, l'extrême droite du régime que sera défendue cette conception de la prérogative parlementaire. Les légitimistes voudront en effet, en 1815, faire pression sur Louis XVIII pour qu'il mène une politique plus à droite. Et pour faire pression sur Louis XVIII, ils diront qu'il faut adopter le principe de la responsabilité des ministres, prolongé par un droit de dissolution, et qu'il fallait aller dans le sens justement de ministres qui soient là pour refléter en quelque sorte la majorité. Alors qu'évidemment, la Chambre a été une chambre d'extrême droite pendant 1815. Dès qu'ils n'ont plus été, ils n'ont plus fait cette revendication. Mais à ce moment-là, ils s'étaient livrés à ce qu'on a appelé une étonnante conversion, et Royer-Collard leur avait dit « Mais si vous considérez que le jour où on peut dire le ministère n'existe que par la majorité de la Chambre, nous ne sommes plus en monarchie, nous sommes forcément en République. » Et ça n'avait pas empêché Vitrolles et quelques autres de continuer à défendre cette première théorie française, pourrait-on dire, de la responsabilité politique, qui n'était d'ailleurs à l'époque comprise de façon par Vitrolles et les légitimistes, les ultras comme on disait à l'époque, comprise de façon politique, mais pas comprise de façon intellectuelle. La preuve que la notion de responsabilité politique n'était pas comprise à l'époque, c'est le livre que lui consacre Benjamin Constant. Benjamin Constant publie en 1815 un livre qui a pour titre « De la responsabilité des ministres ». Et on voit dans ce livre qu'il continue à appréhender cette responsabilité des ministres comme une responsabilité qui ne peut être au fond qu'individuelle et d'ordre pénal. Le livre montre qu'il n'a pas compris ce que voulait dire la notion de responsabilité politique.
alors même que dans bien d'autres textes, il a eu une vision très, très novatrice. Le critère, progressivement, le critère du régime parlementaire deviendra pourtant celui d'une responsabilité politique des ministres devant les assemblées élues. La responsabilité politique implique l'obligation pour les gouvernants de répondre devant le Parlement des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions selon une procédure déterminée par la Constitution. Donc, en Angleterre, ça va être ce qu'on appelle le modèle de Westminster, qui, après avoir été expérimenté de façon pragmatique au XVIIIe, va se régulariser, disons, au XIXe siècle. Le modèle de Westminster, c'est le pouvoir de contrôle et de censure parlementaire, et s'y impose, on peut dire dès 1832, clairement, d'après le Reform Bill, même s'il ne conduit pas le Premier ministre à être un jouet entre les mains du Parlement, pour une raison très simple, c'est que dès ce moment-là, la puissance relative du Premier ministre par rapport au Parlement, c'est qu'il est libre de démissionner. Et donc ça, c'est resté quelque chose de fondamental en Angleterre. C'est que le contrôle, un élément de contrôle de l'exécutif sur le Parlement, c'est de choisir sa date de démission. En Angleterre, vous n'avez pratiquement pas d'élections législatives qui se déroulent à leur terme normal. Elles sont le plus souvent avancées, même un tout petit peu. C'est un élément du pouvoir d'organisation de l'exécutif. Et ce modèle de Westminster, qui fait donc que défaite parlementaire et démission ne sont pas forcément corrélés, parce que le fait qu'un gouvernement démissionne peut être une anticipation de quelque chose, ou un essai d'inversion d'un danger. Ce modèle se distingue du système français du gouvernement d'assemblée d'une double façon. D'abord, il se lie à l'organisation de la vie politique autour de la formation de deux grands partis de gouvernement, qui sont susceptibles de constituer alternativement la majorité et l'opposition. Et la vie démocratique se nourrissant positivement de cette distinction fonctionnelle et de cette alternance des rôles, alors que le gouvernement français d'Assemblée reposait sur des coalitions aussi fragiles que passagères avec un système éclaté de partis. Dans le cas anglais, très clairement, l'opposition se définissait comme aspirant au pouvoir. Elle était pour cela structurée par une réelle discipline de vote, de double inversé du gouvernement, si l'on veut, d'où très tôt la formation d'un shadow cabinet, cabinet fantôme qui constitue une des figures décisives de l'opposition. Et les rapports de l'exécutif et du législatif ont d'un autre côté été liés en Angleterre à une reconnaissance plus forte de l'autonomie et de la légitimité de l'exécutif en fonction même de l'histoire de la responsabilité politique, telle que je l'ai dit tout à l'heure. Et un John Stuart Mill les considérait ainsi comme fondés sur une distinction entre pouvoir de contrôle suprême et pouvoir actif. Le pouvoir de contrôle suprême, c'était le pouvoir de contrôle parlementaire, et le pouvoir actif, c'était le pouvoir exécutif. Et il disait, il y a dans un cas un pouvoir qui a une prééminence pratique, et dans l'autre cas, un pouvoir qui a une prééminence démocratique. Et la fonction démocratique étant une fonction de contrôle. Fameusement, il a dit dans son livre sur le gouvernement représentatif, le véritable office d'une assemblée représentative n'est pas de gouverner, mais bien de surveiller et de contrôler le gouvernement, de mettre en lumière tous ses actes, d'en exiger l'exposé et la justification. Gouvernement d'assemblée et système de Westminster présentent ainsi de fortes différences, tant pratiques qu'intellectuelles. Mais ils ont partagé en même temps une certaine idée de la responsabilité politique qui est devenue commune à tous les gouvernements représentatifs modernes. Et les deux modèles ont aussi développé des techniques identiques de contrôle parlementaire sur l'exécutif, comme la censure, l'interpellation des ministres, la discussion d'adresse, les enquêtes. Je n'ai pas à développer davantage, en tout cas dans ce cours, cette question, parce que l'important est de souligner que cette notion de responsabilité politique, telle qu'elle a été comprise, institutionnalisée et pratiquée pendant 2 siècles, ne fonctionne plus aujourd'hui. Plusieurs facteurs ont contribué à cette panne de la responsabilité politique, dans des proportions évidemment variables selon les pays. Des facteurs d'ordre politique et constitutionnel en premier lieu, avec le renforcement de l'exécutif,
qui s'est partout manifesté, j'ai longuement insisté sur ce point. Aussi par le renforcement structurel de cet exécutif qui était adossé à une légitimité intrinsèque inédite du fait de l'élection, directe ou masquée, des gouvernants, ce qui les rend mécaniquement plus autonomes vis-à-vis des parlements. La présidentialisation des démocraties valorise la responsabilité électorale devant les électeurs au détriment de la responsabilité politique devant le Parlement. Il en change du même coup les conditions d'exercice. Parallèlement, le Parlement, en son expression majoritaire, je le signalais dans l'introduction, a vu son rôle de soutien politique du gouvernement prendre les devants, les mécanismes du parlementarisme rationalisé n'ayant fait que consolider cette évolution. La mise en œuvre constitutionnelle de la responsabilité politique s'est trouvée du coup fortement entamée par ces facteurs. En a témoigné le fait que les cas de mise en cause de gouvernement par les parlements sont devenus très rares depuis les années 1970, si l'on observe le continent européen. Et encore ont-ils plus souvent tenu à la défection d'une partie des membres de la majorité qu'à la mise en œuvre formelle du principe de responsabilité. La panne de l'idée de responsabilité politique, au-delà de ces facteurs proprement politiques et constitutionnels, a en outre été liée, d'une façon diffuse mais tout à fait décisive, à ce qu'on pourrait appeler une crise de l'imputation. Notion d'imputation qui est au fondement même de l'idée traditionnelle de responsabilité. Imputer, c'est en effet pouvoir attribuer une action à quelqu'un, donner à celle-ci un auteur. Être responsable, c'est devoir répondre de ce qui vous est imputable. Le problème avec cette définition a été miné par l'opacité croissante des processus de décision et la complexification des structures gouvernementales. Il est ainsi de plus en plus difficile de savoir qui est vraiment responsable, qui est vraiment l'auteur d'une décision. Il y a trop de parties prenantes dans chaque affaire, de structures entremêlées dans la gestion des problèmes pour que les citoyens puissent y voir clair et que l'imputation des fautes s'impose avec évidence. C'est ce qu'on a appelé en philosophie morale anglo-saxonne le problem of many hands. Il y a trop de mains qui sont en jeu. Et la substitution de plus en plus fréquente de la notion managériale de gouvernance à celle de gouvernement a traduit cette idée d'une imputation déclinante. Et l'entrée, par ailleurs, dans ce qu'on appelait la société du risque, n'a fait que redoubler cette crise de l'imputation. À la différence de toutes les époques qui l'ont précédée, la société du risque, a écrit Ulrich Beck, se caractérise avant tout par un manque, l'impossibilité d'imputer les situations de menace à des causes externes. D'où la recherche d'un mode nouveau de mise à l'épreuve de la responsabilité. C'est dans ce contexte que les citoyens se sont de plus en plus tournés vers la justice, sous des formes et selon des proportions évidemment fortement contrastées selon les pays, pour obtenir la compensation d'un préjudice. C'est ce qu'on a appelé la pénalisation de la responsabilité. Déclin de la responsabilité politique, montée en puissance de la pénalisation. Parce que c'est pour démêler l'écheveau des responsabilités et désigner un coupable que l'on a maintenant lancé des actions en justice. C'est de là qu'a procédé la tendance à la pénalisation des actes des gouvernants et des hauts fonctionnaires. L'affaire du sang contaminé dans la France du début des années 1990 en a témoigné avec éclat. Cette préférence pour la pénalisation a accéléré le déclin de la responsabilité proprement politique, en lui servant de substitut. Elle a permis de poursuivre des agents de l'administration dans un contexte où la vision fataliste du caractère accidentel d'une situation apparaissait moralement et socialement insupportable. On a ainsi de plus en plus demandé aux décisions des juges de jouer un rôle de catharsis collective en condamnant des coupables, faute de voir les gouvernants exercer une responsabilité d'ordre politique. Si ces gouvernants n'exercent pas cette responsabilité, ce n'est pas seulement parce qu'ils se défaussent sur d'autres, c'est qu'ils n'en perçoivent, c'est là le problème, même plus le sens profond, qui est de se situer au-delà de la référence à une faute personnelle. Le propre d'un responsable est en effet d'accepter, d'assumer les conséquences d'une situation dans laquelle il n'a joué aucun rôle. C'est de là qu'il faut repartir, de cette définition proprement politique de la responsabilité.
Refonder la responsabilité politique implique donc au premier chef de bien comprendre que son principe ne s'inscrit pas dans une logique mécanique de l'imputation. Il participe plutôt de la reconnaissance d'une fiction démocratique permettant de maintenir la confiance publique en brisant le sentiment d'impunité que génère l'opacité et la complexité des systèmes de décision, ou en conjurant un sentiment d'impuissance. Fiction psychologiquement et politiquement nécessaire, car elle correspond en profondeur au fait que la démocratie propose d'instaurer un régime dans lequel les hommes et les femmes maîtrisent leur destin. C'est donc au niveau des personnes que cette notion de responsabilité politique prend maintenant son sens le plus fort. Lorsqu'un événement d'importance réelle ou symbolique choque profondément l'opinion, la démission d'un ministre en tant que figure responsable redonne du sens et de la noblesse à l'action politique ainsi qu'à la personne concernée, autant qu'au service public qui lui est lié. Elle permet à un homme, a-t-on expliqué, parce que c'est souvent des hommes qui sont ministres encore, elle permet à un homme de prendre sur lui les péchés de son administration dans les circonstances graves. Elle opère ainsi une fonction de purification démocratique. Renouer avec l'idée de responsabilité politique, c'est donc aller dans ce sens que la responsabilité politique est au service d'une fiction constitutive de la démocratie, mais qu'elle se personnalise alors qu'elle était toujours collective dans sa forme initiale. Un tel geste de démission, nécessairement exceptionnel et rare, qui repose sur un engagement personnel, donne au sentiment le citoyen de voir que leur détresse ou leur colère est prise en compte. Il y a en ce sens un élargissement contemporain de la notion de responsabilité politique, qui est nécessaire à l'entretien de la foi dans la capacité de la démocratie à impliquer les citoyens dans la vie publique. Dans ce cas, ce n'est pas simplement le mode d'exercice individuel de la responsabilité qui marque un changement. C'est aussi le fait qu'il s'agit d'une responsabilité devant les gouvernés, c'est-à-dire devant l'opinion, et non pas seulement de la classique responsabilité devant le Parlement, qui, elle, garde nécessairement un aspect collectif. Cette nouvelle forme de responsabilité directe devant l'opinion ne peut pas être constitutionnalisée, contrairement à la responsabilité collective, qui est constitutionnalisée avec les mécanismes de la censure, disons. L'objet de son exercice est en effet de maintenir cette institution invisible qu'est la confiance. Également, on pourrait dire aussi l'autorité et la légitimité. Institution dont le rôle ne cesse de croître du fait que le pouvoir de gouverner repose de plus en plus sur la qualité de la relation entre gouvernants et gouvernés. Cette responsabilité directe a du même coup aussi une dimension que l'on pourrait qualifier de morale. Elle est liée à la façon dont des ministres se sentent responsables de la fortification de la démocratie avant de songer à leur carrière, qui les conduit à l'inverse à tendre à se défausser sur l'éventuelle culpabilité de leurs subordonnés. Car le mécanisme très frappant de la pénalisation de la responsabilité, c'était aussi un transfert social. C'est-à-dire que la pénalisation, ce sont essentiellement des hauts fonctionnaires qui ont été visés et non plus simplement des ministres. Cette notion de responsabilité politique est aussi centrale dans le nouveau modèle présidentiel gouvernant du régime démocratique que l'était celle de représentation dans l'ancien modèle parlementaire représentatif. Le sentiment d'accomplissement, ou au contraire d'inaccomplissement démocratique, est maintenant directement corrélé aux conditions de son exercice. Voyons maintenant la deuxième catégorie de responsabilité, la responsabilité de l'exercice du pouvoir. D'abord, vers le passé, la reddition de comptes. Cette responsabilité vis-à-vis du passé renvoie à trois formes de la relation entre un pouvoir et un public. Première forme, la présentation d'une comptabilité. Deuxième forme, la justification d'actes posés ou de décisions prises. Troisième forme, l'évaluation de politiques qui ont été menées. Présentation, justification, évaluation. La première catégorie est celle qui a donné son nom aux différentes figures de ce type de responsabilité, le accountability, ou la reddition de comptes. Avec l'exercice de la responsabilité politique, c'est autour d'elle que la fonction parlementaire du contrôle de l'exécutif s'est historiquement structurée. J'en ai brièvement évoqué l'histoire. Définie au sens le plus immédiat et le plus étroit du terme, la présentation d'une comptabilité s'inscrit dans le registre de la lisibilité, dans son acceptation la plus passive.
une appréhension de plus en plus détaillée des données budgétaires dans leurs différentes classifications et catégorisations lui a bien sûr donné une dimension plus active, toute action se traduisant en chiffres. Et du fait de sa relative technicité, cette première figure de la reddition de comptes constitue toujours le cœur symbolique et pratique de l'activité parlementaire, même si les éléments qui la constituent font l'objet d'une diffusion publique plus large. La responsabilité justification élargit cette approche aux actions et décisions même de l'exécutif. C'est dans ce cadre que prend sens l'idée que la démocratie est le régime qui oblige le pouvoir à s'expliquer. De façon plus précise, on la définit dans ce cas comme la relation entre un acteur et un forum dans laquelle l'acteur a l'obligation de s'expliquer et de justifier sa conduite, le forum pouvant en retour poser des questions et formuler un jugement aux conséquences desquelles l'acteur doit faire face. C'est cela la définition de la responsabilité justification. Il faut retenir de cette définition le terme de relation. La responsabilité est bien en effet une forme d'interaction. Dans le cadre politique qui retient ici notre attention, elle se manifeste le plus visiblement par le rapport de la majorité et de l'opposition. C'est en effet le rôle essentiel de l'opposition que de mettre en accusation l'action du gouvernement en place, de contester ses actes et ses décisions. On peut dire que c'est même sa fonctionnalité démocratique. Mais la difficulté est que le propre de l'opposition est de procéder à une agglomération des critiques pour contester en bloc la validité d'une politique considérée comme générale. D'où la nécessité, ressentie par beaucoup de citoyens, de dépolitiser cette forme d'exercice de la responsabilité. Dépolitiser n'étant entendu là qu'au sens technique du terme, de faire sortir du seul champ d'action des partis politiques. Et ce, de plusieurs façons. En élargissant d'abord le forum à l'opinion, permettant à celle-ci d'intervenir selon ses modalités spécifiques sur le mode diffus des multiples forums, notamment constitués par les réseaux sociaux, mais aussi de façon nécessairement plus organisée, avec l'intervention d'organisations citoyennes ad hoc. L'attention à l'exercice de la responsabilité, prenant cette forme élargie, est d'autant plus forte que les citoyens ont le sentiment que ce n'est pas, que ce n'est plus dans l'arène électorale que se jouent les choses, se distribuent les sanctions. Le grand problème auquel nous sommes aujourd'hui confrontés est à cet égard celui des figures à donner à cet acteur désormais omniprésent qu'est l'opinion. Elle est en effet l'expression contemporaine de la démocratie directe, mais comprise sociologiquement comme la figure directement active et expressive de la totalité sociale en sa diversité. La question en soi n'a rien de nouveau. Cela en effet plus de 2 siècles qu'ont été formulées les premières théories de l'opinion. Dans son rapport de concurrence à la représentation, je l'ai mentionné tout à l'heure. Cela a été un des grands topoïs de la fin du XVIIIe siècle et plus spécifiquement de la période révolutionnaire en France. Relisez les écrits de Condorcet et de Brissot sur le sujet, et de Lanthenat aussi, c'est la 3e grande signature sur ces questions-là. Mais la spécificité contemporaine, c'est que l'opinion publique a désormais une existence matérielle, alors qu'auparavant, l'opinion publique n'existait que représentée par des notabilités, représentée par des figures sociales, représentée par des organisations politiques, représentée par des associations, des syndicats, par la presse également, qui exerçait une fonction expressive de médiation sociale. Cette existence matérielle, directe, elle est la production propre d'Internet. Internet qui doit donc être appréhendé, c'est fondamental, comme une forme sociale et non pas comme un média. Mais cette forme sociale apparaît du même coup comme monstrueuse, multiforme, contradictoire, mêlant les rumeurs les plus insensées et les exposés les plus réfléchis, expression de la vie réelle et projection en même temps de toutes les peurs, les bassesses ou les fantasmes. On pourrait dire que cette opinion matérielle, qui existe matériellement, quel est le peuple au sens que l'on donnait à ce terme au XVIIIe siècle. Quand vous relisez toute la littérature du XVIIIe siècle sur le sens du mot peuple, qui a fait l'objet de débats sans fin à l'Assemblée constituante, on voit que le peuple est justement compris comme la forme sociale
qui apparaît dans une complexité indiscernable. Le peuple apparaît comme le mélange du meilleur et le mélange du pire. Et je crois que si l'on reprend cette vision, si l'on applique aujourd'hui à la forme matérielle de l'opinion qu'est l'Internet toute cette réflexion sur le peuple, on voit que l'on retrouve les discussions, sous un mode nouveau bien sûr, mais les discussions du XVIIIe siècle sur les conditions dans lesquelles on peut constituer socialement le peuple. Comment on peut le constituer moralement? Comment on peut passer justement de cette expression d'une indétermination à une forme sociale? Cette réflexion sur les conditions du passage d'une indétermination à une forme sociale fait penser, d'un certain point de vue, que j'ai dit tout à l'heure que le problème de l'imputation, la crise de l'imputation, c'est qu'il y avait too many hands. On pourrait dire que là, le problème, c'est qu'il y a too many voices. Et donc, qu'il est nécessaire, pour donner son plein effet à l'exercice de la responsabilité de justification, que se trouvent peu à peu les moyens de constituer l'opinion au sens propre du terme. Ce qui a été la grande histoire, la grande histoire de la démocratie tout de même au XIXe siècle, l'idée de cette constitution. En troisième lieu, la responsabilité évaluation est liée au jugement de l'efficacité et de l'effectivité des politiques publiques. Elle consiste à mesurer un éventuel écart entre des intentions et des réalisations, c'est-à-dire entre des actes et des paroles. Par exemple, à comprendre pourquoi des politiques d'égalisation des chances par l'école ont échoué, ou dans quelle mesure des effets redistributifs attendus d'une politique sociale n'ont pas été atteints. Comprendre ce type d'échec, ou bien la production d'effets pervers, est aujourd'hui décisif. D'où le développement considérable du domaine de l'audit et d'évaluation des politiques publiques dans tous les sens. Ces tâches sont complexes et elles nécessitent des investigations scientifiques très élaborées pour être menées à bien. Et même si elles doivent aussi impliquer la référence à ce qu'on appelle une expertise d'usage, pour bien tenir compte de la complexité des phénomènes à évaluer, le recours aux méthodes des sciences sociales est premier dans ce cas, avec le danger conséquent que les travaux effectués ne circulent qu'auprès de spécialistes. Et la démocratisation de ce type d'exercice de la responsabilité est donc essentielle. Elle passe par la publication de résumés des travaux qui la rendent assimilable par la presse et l'opinion, aussi bien que par les sphères parlementaires et gouvernementales. Et on pourrait donner là comme exemple, me semble-t-il réussi, ce que fait l'Institut de politique publique de l'École d'économie de Paris. C'est aussi dans ce sens-là que je publie la collection de livres La République des idées. Ces trois figures de la responsabilité et reddition de comptes ont historiquement participé du rôle dévolu au Parlement. Nous avons cependant montré comment leur mode d'exercice s'était progressivement élargi et impliquait maintenant davantage la relation directe des gouvernés et des gouvernements et des gouvernants. Cet élargissement s'est indexé sur un double mouvement, sur celui de l'appel à une démocratisation de la reddition de comptes en premier lieu, il n'y a pas à y revenir, mais aussi sur une transformation de la nature des parlements, lorsque ceux-ci sont devenus essentiellement structurés par des logiques partisanes. Ces logiques ont en effet joué leur rôle en rationalisant la fonction d'opposition, mais elles ont simultanément dévitalisé certaines des interventions parlementaires en les politisant trop systématiquement, c'est-à-dire en ordonnant chacune d'entre elles à cette seule fonction d'opposition, ce qui conduit mécaniquement à une forme d'appauvrissement de l'action parlementaire, en liant notamment les incertitudes ou les indéterminations dans la définition du bien commun. D'où la nécessité de retrouver pour aujourd'hui, pourrait-on dire, l'esprit et la forme du parlementarisme des origines, mais cette fois dans un nouveau cadre démocratique. Et c'est dans cette direction que s'inscrivent certaines réflexions contemporaines qui ont eu lieu en 2008, même si elles n'ont pas été couronnées de succès, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la rénovation d'institutions comme le Conseil économique et social environnemental. Elles regroupent le constat fait sur la nécessité de constituer l'opinion en société civile organisée. Et donc, le mouvement de la démocratie, ce n'est pas simplement le passage, pourrait-on dire, du moment parlementaire au moment de l'opinion, c'est aussi la réinvention de fonctions parlementaires
dans un cadre différent de la société civile organisée. Troisième dimension de la représentation, de la responsabilité, la responsabilité d'engagement face à l'avenir. Poser la question de la responsabilité, c'est enfin appréhender la question de la volonté et celle de la capacité à changer les choses. On ne peut en effet être tenu pour responsable si on n'a pas la capacité d'agir sur le monde. Les notions de pouvoir et de responsabilité se lient nécessairement. Dans le modèle parlementaire classique, c'était le vote d'investiture qui incarnait cette dimension. Il avait pour fonction de confirmer la confiance dans la capacité d'un gouvernement à affronter les épreuves à venir et à mettre en œuvre son programme. On parlait d'ailleurs généralement d'un vote de confiance. C'est une dimension essentielle de la responsabilité proprement politique sur laquelle Max Weber avait très fortement mis l'accent. Mais à l'âge du parlementarisme rationalisé, il est fréquent, c'est en tout le cas en France, que cette précédente obligation d'obtenir l'investiture avant de se lancer dans l'action soit même devenue considérée comme négligeable. Comme si ce n'était désormais plus sur ce mode que devait s'exprimer la confiance accordée pour affronter l'avenir. Désormais, on peut constater, les ministres se sentent des tiers par rapport aux parlementaires auxquels ils ne doivent rien. La bénédiction présidentielle leur suffit. Le fait est aussi que la question de la volonté en politique a changé de nature. C'est le point essentiel. Alors que son expression se liait précédemment à l'exercice d'une alternance politique ou à la vision d'un changement de société, enchâssée donc dans une appréhension globalisée de la capacité à agir sur les choses, elle s'apprécie dorénavant de façon plus prosaïque et plus immédiate. Or, de même qu'il y a une crise de l'imputation, on peut dire qu'il y a aussi une crise de la volonté. Crise de la volonté en témoigne la force du sentiment d'impuissance qui fait partout douter les citoyens de la capacité des gouvernants à peser sur le réel. La question est au cœur du désenchantement démocratique contemporain. L'exercice de la responsabilité face à l'avenir impose donc d'accorder toute l'attention qu'elle mérite à ce sentiment qui mine la démocratie. Au-delà de la stigmatisation facile d'une classe politique jugée insuffisamment soucieuse de servir le bien commun, repliée sur elle-même ou aveuglement soumise à une idéologie néolibérale, il y a là un problème essentiel. Comment le traiter ? Il y a plusieurs façons d'y répondre. Par une rhétorique du volontarisme et de l'optimisme, ou par un simulacre de la maîtrise, comme c'est le plus souvent le cas. Par un aveu défaitiste d'indépassable impuissance et d'incapacité aussi. Nous avons tout essayé, on ne peut rien faire de plus. Le domaine des actions sur l'emploi est là exemplaire de ces deux types d'attitudes et de discours. Notons aussi que se multiplient parallèlement des approches de l'avenir qui mettent de côté la question de la volonté ou ne l'appréhendent que négativement. C'était le cas hier de la vision traditionnaliste, pour laquelle la soumission à un ordre donné du monde se liait à une haine de la volonté. Toute la pensée traditionnaliste exprime cette haine de la volonté. C'était aussi le présupposé du point de vue libéral. Et c'est aujourd'hui de plus en plus ce qui sous-tend en fait certaines conceptions biopolitiques, qui invitent à se dépouiller du vieil orgueil technologique et à se conformer à une politique de la vie et de la nature, enjoignant ainsi les humains à se faire les disciples dociles d'un savoir objectif qui donne du même coup implicitement congé à l'idéal démocratique d'une volonté transformatrice du monde. Mais il y a aussi une autre façon de concevoir la responsabilité comme capacité d'engagement dans son lien avec l'expression d'une volonté. Elle implique de distinguer ce que j'appellerais une volonté projective et une volonté réflexive. La volonté projective s'appréhende comme énergie, imagination, détermination à vaincre des résistances, à triompher de l'adversité, à s'impliquer dans la durée. Elle s'applique au mieux, tout à fait adéquatement, au caractère d'un individu, définissant et qualifiant sa force morale. Et dans l'histoire, c'est le guerrier et le résistant qui ont incarné les figures archétypiques de cette volonté projective. Napoléon, l'ogre de volonté d'un côté, et l'homme du 18 juin, figure du résistant, s'opposant à la fatalité de l'autre. Mais c'est aussi
le modèle moral de tous les anonymes, les rebelles, les insurgés, les dissidents, ceux qui ont été capables de faire fléchir les puissants en déployant une énergie disproportionnée à leur position objective. Et cette question n'a cessé de hanter un monde moderne, oscillant, on le sait depuis les multiples écrits depuis la fin de la période révolutionnaire, oscillant entre le repli sur la jouissance du bonheur privé et l'aspiration à changer le cours de l'histoire. Dans les démocraties désenchantées et rapetissées du tournant du XXe siècle, l'engagement dans ce qui allait devenir la Grande Guerre a consisté à transposer à un niveau collectif un tel désir d'énergie salvatrice. Puisque nous avons réfléchi au centenaire de la guerre de 1914, il me semble important de rappeler cela. Et nul ne l'a mieux expliqué que Robert Musil dans ses divers essais, ainsi que surtout dans L'homme sans qualité. Posant la question de savoir comment le continent européen avait fini par trouver son compte psychologique et moral dans l'entrée en guerre, Musil écrira laconiquement « parce que nous en avions assez de la paix ». Je crois, poursuivra-t-il, que la guerre s'est déclarée dans le corps de notre société comme une maladie. Une énergie énorme ne s'est pas trouvé d'autre voie d'accès à notre âme que cette fistule gangréneuse. Et pour lui, cette guerre s'était en quelque sorte imposée comme une alternative à la médiocrité de la société bourgeoise. Elle avait été une façon de sortir du règne de l'intérêt égoïste, du rapetissement de la vie. Le problème de la modernité étant bien pour Musil celui du nécessaire recours à une nouvelle doctrine de la volonté, qui ferait revenir à une volonté qui serait activité ininterrompue, combustion comme la respiration, dira-t-il. Après la guerre, il constatera tristement que c'est l'hitlérisme qui avait repris le flambeau, en se présentant comme le régime de la volonté incarnée. Avec lui, c'est la volonté qui a pris le pouvoir en Allemagne, écrira Musil. Le remède avait été ainsi celui du cauchemar. Aussi, les démocraties souhaiteront conjurer, après 1945, le spectre de tel volontarisme, en célébrant les vertus de démocratie beaucoup plus modestes, à laquelle, il est vrai, les 30 années de forte croissance de l'après-guerre allaient donner le goût d'une société de consommation au matérialisme compensateur des exaltations du passé. Mais dans un monde économiquement déprimé, désormais beaucoup moins sûr de lui, renaît cette question de la volonté et de la capacité d'engagement. Sauf pour les esprits prêts à basculer dans les aventures de l'extrême, force est de constater que l'ancienne volonté projective ne peut plus avoir sa place, politiquement s'entend, car elle conserve toute sa valeur comme qualité morale individuelle. Mais c'est en revanche d'une forme de volonté réflexive dont nous avons besoin, alors que la volonté projective, appliquée à la politique, considérait la société comme un individu en grand, unifié et homogène donc, susceptible d'être mobilisé comme une armée, soumise à un commandement directement efficace, modelé comme un individu se forge le caractère. La volonté réflexive part, elle, du constat de la division sociale et prend celle-ci comme objet du politique. Elle considère donc les conflits, les inégalités, les discordes, les préjugés qui traversent la société pour les mettre à nu, les rendre visibles par tous et en faire l'objet du débat public. L'engagement des gouvernants se lie dans ce cas au travail collectif de la société sur elle-même pour instituer une société plus juste et pacifiée. La puissance de cette volonté se définit non pas sous la forme de la projection, mais sur la capacité de remettre en forme une société, en lui faisant percevoir sa constitution réelle, comme les sources de ses blocages. Son exercice s'apparente donc aussi à un travail de lucidité. Pour restaurer le sens de la volonté, il faut donc lui donner aujourd'hui le visage de la lucidité. Je vous remercie.